Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Je ne suis pas seul, avec moi Laetitia Krupa, Raphaël Bayot et Laurent Deutsch. On parle de votre série documentaire historique qui s'appelle Hexagone. Il faut raconter qu'il y a un dispositif technique original, quelque chose entre C'est pas sorcier et les experts. Oui. Vous êtes en voiture, ça vous fait rigoler. Ouais, parce que on a essayé de montrer que grâce aujourd'hui à la technologie actuelle, il y a plein de choses qu'on peut redécouvrir, notamment avec l'utilisation des drones. On peut redécouvrir le pays, les vestiges, les monuments, notre patrimoine sous un angle presque inédit. Il n'y a plus un documentaire historique ou en tout cas qui va nous faire voyager sur le tourisme ou le patrimoine sans un drone. Et le drone permet des choses extraordinaires. Faut que Non, c'est que je veux raconter aux gens qui n'ont pas vu l'émission. Saisir de moi. Exactement, c'est que non seulement il y a des drones autour de vous, vous êtes en voiture à travers la France, mais il y a une équipe, il y a une régie avec toutes sortes de professions qui vous aident à vous diriger à la fois dans la France et à la fois dans l'histoire. Exactement, c'est aussi une espèce de chasse au trésor à la Philippe de Dieuleveux, vous savez, j'ai une espèce d'oreillette comme ça, parce que pour moi les richesses sur lesquelles je me précipite un peu comme des énigmes, comme des rébus sur les routes, ce sont des véritables trésors qu'on recherche, donc il y a quelqu'un qui m'aide avec effectivement des cartes, des outils internet, des livres, des archives, parce que je peux pas tout emmener avec moi en voiture. Alors, parfois ça ressemble de la télé-réalité, parfois même aux jeux vidéo. C'était votre idée, c'est l'idée du réalisateur Nicolas Ferraro? On voulait faire quelque chose de moderne, pour montrer avant tout que l'histoire elle est dans notre réalité, dans nos outils de communication, de déplacement. Quand vous prenez un GPS, vous avez un nom d'un village, vous avez une route qui est conseillée. Et bien tout ça, en fait, ce sont des vestiges d'une histoire qui s'est passée. Vous prenez cette route, et ben ça a un sens. Raphaël ? Il y a des passages où vous êtes seul au milieu de paysages, on vous voit de haut. Moi, ça m'a fait penser aux jeux vidéo Assassin's Creed. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Est-ce que c'était volontaire ? Il y a même une imagerie qui fait penser parfois aux jeux vidéo. Oui, parce qu'on a envie aussi de montrer que c'est ludique. Ouais. J'ai la sensation d'habiter dans un jardin merveilleux qui s'appelle la France, et j'ai envie de le rendre joyeux, coloré, surprenant, étonnant, et donc accompagnez-moi dans toutes ces surprises-là, parce que ça vaut le détour. Ah bah tiens, puisque vous parlez de ludique, il y a parfois des éléments de faux suspense qui sont fabriqués. Vous êtes en voiture, vous racontez l'histoire de la grande dame de Vix, quand soudain, en régie, tout le monde fait mine d'avoir perdu Laurent, alors que c'est pas en direct. On peut changer le monitoring là ? Je suis encore en train de le perdre. Laurent ? Ouais, c'est bon, je suis là. Allô ? Laurent, est-ce que tu nous entends ? Laurent, vérifie ton appareillage. Ouais, c'est bon. La ville des Celtes n'a pas survécu longtemps à la mort de la grande dame. Alors que ça vous fait rigoler, alors que tout fonctionne. Même pas en direct, j'arrive à les paumer. Oh, mais parce que j'ai pris des nuls, hein. Ah oui ? Ils ont pas été foutus de me suivre. Ah bah tiens, je vais vous faire un compliment, parce que vous êtes comédien, mais tout le monde ne joue pas aussi bien que vous. Parce que parfois, on sent que c'est un petit peu appris leur texte. Bah, c'est-à-dire que... Ils n'ont pas tous fait l'acteur studio. Il y a pas que des comédiens. Moi, ça fait 25 ans que j'en vends, hein, donc je commence à avoir l'habitude. Et puis surtout, je dois avoir un avantage par rapport à eux, c'est que c'est mon texte. Donc je connais bien les mots que j'emploie. Ce qui frappe dans ce premier épisode de cette série historique, c'est que vous ne faites pas d'histoire, mais de la mythologie. Vous racontez la route prétendument créée par le demi-dieu Hercule ou Héraclès. Pourquoi ce choix ? Parce que je pense qu'il n'y a pas d'histoire première sans substrat mythologique. C'est-à-dire que les hommes ont commencé à essayer de comprendre le monde qui les entourait. Ils n'avaient pas les outils scientifiques, techniques, factuels, leur permettant de vérifier ce qu'ils allaient avancer. Donc ils ont fait que conjecturer. C'est l'hypothèse. La science procède de l'hypothèse. L'histoire, on n'a pas fait autrement. Et pour les historiens qui voudraient s'y intéresser, au mythe, il y a des ouvrages qui sont vraiment fondateurs et incontournables. Ce sont les travaux de Paul Veyne sur justement l'importance du substrat mythologique et mythique dans toute histoire. À un moment, vous dites même à votre équipe en régie, vous leur dites, moi je préfère rester dans la légende. Ouais. Vous préférez vraiment la légende à l'histoire ? Ah non, je préfère la légende pour combler des vides. Quand il n'y a rien, je préfère une légende que rien. Mais après, quand on a du fait et de la certitude historique, il ne faut pas s'en priver. D'où le fait qu'on utilise la technologie moderne pour asseoir des certitudes, des vérités et surtout des vestiges qui puissent nous parler. Parce que ce qui est génial avec les vestiges et le patrimoine, c'est qu'il suffit de tendre l'oreille et ça vous raconte l'histoire. Après le succès de votre livre, Hexagone, il y a quelques années, vous avez suivi une polémique. Il y a des historiens qui vous ont reproché une certaine vision de l'histoire de France avec une expression, pour la résumer, nos ancêtres les Gaulois. On sait que ça a été une création du roman national voulu sous Louis-Philippe, sous la Restauration. Les Français ont beaucoup d'autres origines que les Gaulois et on vous écoute dans votre nouvelle série. Pour ce premier voyage, je vous propose de m'accompagner sur les routes fondatrices de notre civilisation. Suivez-moi dans une aventure de 5 siècles qui va nous emmener jusqu'à nos ancêtres les Gaulois. Et pas seulement gaulois, nos ancêtres, Laurent. Loin de là. Et d'ailleurs, nous allons nous en apercevoir tout au long du parcours.
On entend Pierre Baron, qui est conseiller historique. C'était vous prévaloir, vous prémunir de critiques à venir. C'était pour dire qu'effectivement, nos ancêtres ne sont pas seulement les Gaulois. La France, depuis son origine, a subi un métissage incroyable entre des influences. Vous le disiez avant. Nos ancêtres étaient les Gaulois, mais parce que, évidemment, nos ancêtres sont les Gaulois, comme ce sont les Celtes, puis les Romains. Mais on a emprunté beaucoup de choses des Gaulois, sauf dans le langage. Par contre, si on s'intéresse au langage, on verra que les Gaulois, il n'y a pas 60 mots qui ont survécu. Et en plus, il faut faire un documentaire sur chasse, pêche et tradition, parce que c'est que des termes de brochet, de carpe ou d'alose. Donc on va pas loin si on parle gaulois avec le langage d'aujourd'hui. Mais nos ancêtres sont les Gaulois, notamment pour les routes. On a longtemps cru que c'était les Romains qui avaient inventé les routes. C'est pas vrai. Dès les Celtes, il y a 600 ans avant Jésus-Christ, puisque les Celtes et les Gaulois, c'est la même chose. Hein, c'est simplement une manière de les situer, de les distinguer dans le temps. Ce sont les Gaulois qui ont inventé, qui ont créé nos routes pour commercer et faire du négoce. Non, mais c'était qu'un symptôme. Nos ancêtres les Gaulois, c'était pour vous reprocher d'avoir une sorte de vision linéaire de l'histoire. C'est ça qu'on vous a reproché. Oui, on m'a reproché là même plein de choses. Mais vous savez, ceux qui m'ont reproché beaucoup de choses sont ceux qui ont écrit les discours de Mélenchon. Donc ça me fait pas peur. Pas que. Si, franchement, beaucoup. Non, beaucoup, mais ça veut pas dire tout le monde. Non, ça veut pas dire. Il y a eu parfois, je vois très bien à qui vous faites allusion, une dame qui a travaillé notamment à la gauche de la gauche, ensuite avec la France Insoumise, mais il y a aussi des universitaires qui étaient absolument pas politisés. Non, mais après, l'histoire, ce qui me passionne et ce qui est passionnant dans l'histoire, c'est que c'est un débat. C'est-à-dire que je pense que c'est une science humaine au sujet des hommes, pour les hommes, au service des hommes. Il n'y a pas plus difficile à la rendre que de la rendre sèche, rigide, scientifique, absolument, quoi, comme la physique ou les mathématiques, où là, 1 et 2 font 4, 1 et 2 font 3. C'est bien joué, comme c'est un très bon exemple. Et on peut pas. 1 et 2 font 4. 1 et 2 font 3. Et là, j'ai pas eu le temps de finir le mot. Et on peut pas en discuter. Là, comme c'est un faisceau d'éclairage, la vérité historique naît du débat. Or, les gens qui m'ont, soi-disant, attaqué sont des gens qui sont dans le combat, puisqu'ils sont dans un combat politique où il faut pas apporter leur éclairage, il faut détruire l'autre. Moi, je pense que le meilleur moyen d'avancer dans la vie, c'est pas de détruire l'autre, mais d'avancer à ses côtés. L'animateur Stéphane Bern, qui était à ce micro il y a quelques semaines, a lui aussi essuyé une volée de bois vert parce qu'il a accepté de conduire une mission sur le patrimoine en péril, confiée à lui par le président Macron. Et vous avez publiquement pris sa défense. Pour quelle raison ? D'abord, j'ai pris sa défense parce que, comme je le disais, plus on va parler d'histoire et défendre l'histoire, je crois que c'est additionnel et que ça rend service à tout le monde, y compris pourtant à ceux qui ont attaqué Stéphane Bern là-dessus. Je pense pas qu'il y a... Quand on dit Stéphane Bern n'est pas compétent, effectivement, c'est pas un universitaire, c'est quelqu'un qui est plutôt un présentateur qui fait comme moi de la vulgarisation, qui divulgue un petit peu les choses et qui, de ce fait-là, a une connaissance empirique de terrain d'énormément de choses. Donc je crois que c'est pas négatif, que c'est peut-être pas suffisant, il faudrait peut-être coupler ça. Attention, je dis coupler et pas accoupler, hein, c'est pas parce qu'on parle de Stéphane Bern qu'il faut dire tout et n'importe quoi. Il faudrait coupler ça avec peut-être un spécialiste, un universitaire de formation qui pourra lui dire: ah, attention, là t'as oublié ça, et là c'est pas tout à fait juste. Mais il y a aussi un sous-texte dans ce que vous dites et que j'ai appris juste avant. Pour une fois, je vais employer un mot que je déteste habituellement, qui est le mot décryptage. C'est que vous avez un projet d'émission de télévision avec Stéphane Bern. Ouais, et je me dis, tiens, il défend son copain. Je défends mon copain, je défends surtout quelqu'un qui fait partie du même parti politique que moi, c'est-à-dire défendre l'histoire et rendre l'histoire accessible à tous et faire qu'on parle de plus en plus d'histoire. Et plus il y aura de rayonnage, d'émissions de télé, même si le service public a du mal et a moins de budget, mais plus on parlera d'histoire et on montrera de l'histoire à la télé, c'est ce que veut faire, c'est la mission de Stéphane Bern et c'est aussi moi mon envie, parce que c'est ma passion et ma passion m'a rendu heureux, donc je veux rendre heureux les gens comme l'histoire m'a rendu heureux. D'un mot avant de parler de politique, dans la 3e partie de Village Média, ça sera quoi votre émission ? Ça sera une battle où on va s'affronter pour savoir qui est le meilleur guide de France. Voilà, donc moi je suis persuadé que c'est moi et lui est persuadé que c'est lui. Donc on va commencer à s'affronter et on va partir sur les routes dans des villes. Ça va commencer à Paris puis ensuite à Marseille et on va essayer de se surprendre l'un l'autre à qui aura le plus d'anecdotes savoureuses à raconter. Il y avait déjà le concours de meilleur village. Il est ici, c'est Village Média. Le meilleur guide, ça va venir. On se retrouve dans la 3e partie avec Laetitia Krupa et nous allons parler de politique. Europe.